Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre essentiel de votre programme de géographie en seconde, les sociétés face au risque. Bon, on le sait tous, la Terre, elle vit, elle tremble, les volcans se réveillent, les fleuves débordent. Ces phénomènes, on les appelle des aléas, et ils ont toujours existé. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'un aléa, c'est forcément une catastrophe? Et surtout, est-ce qu'on est tous logés à la même enseigne face à eux? C'est ce qui nous amène à notre problématique, celle qui va guider toute notre réflexion. En quoi la gestion des risques est-elle au fond un miroir grossissant des inégalités de développement dans le monde? Pour répondre à ça, on va procéder en 3 temps. D'abord, on va poser les définitions, les mots-clés à maîtriser. Ensuite, on verra cette fameuse fracture mondiale face au risque. Et enfin, on regardera comment on peut agir. Allez, pour entrer direct dans le vif du sujet, je vous propose de partir d'une étude de cas. C'est un grand classique en géo, vous le savez, on compare deux situations pour faire ressortir ce qui est vraiment important, les facteurs qui expliquent tout. Et vous allez voir, l'exemple qu'on va prendre est assez percutant. Alors, regardez bien ces chiffres. On a d'un côté Haïti en 2010, séisme de magnitude 7. De l'autre, le Japon, un an plus tard, en 2011, séisme de magnitude 9. Alors attention, petite précision technique, mais elle est capitale. L'échelle de magnitude est logarithmique. Ça veut dire qu'un séisme de magnitude 9, ce n'est pas un peu plus fort qu'un magnitude 7. Non, ça libère près de 1000 fois plus d'énergie. C'est absolument colossal. Et pourtant, regardez le bilan humain. C'est là que ça devient fou. 230 000 morts en Haïti, 16 000 au Japon. C'est complètement l'inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et c'est ce paradoxe qu'on va devoir expliquer. La question, elle est là, posée, brute. Comment un tremblement de terre 1000 fois moins puissant a-t-il pu faire 14 fois plus de victimes? Hein? C'est ça l'énigme. Et vous vous en doutez, la réponse, on ne va pas la trouver en regardant les cailloux ou la tectonique des plaques. Non. La réponse, elle est humaine. Elle est dans la manière dont les sociétés s'organisent, dans leur richesse, leur développement. Bref, c'est là que la géographie devient passionnante. Ok, pour résoudre cette énigme, il nous faut des outils. Et en géo, nos outils, ce sont les mots, les concepts. Il faut qu'on parle tous le même langage. On va donc décortiquer la notion de risque. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué, il y a 2 briques de base à assembler. Premier concept, l'aléa. C'est simple, l'aléa, c'est le phénomène à l'origine. Le tremblement de terre lui-même, l'éruption du volcan, l'ouragan, c'est la menace. Ça peut être un phénomène naturel, bien sûr, mais attention, ça peut aussi être technologique, comme l'explosion d'une usine ou un accident nucléaire. L'aléa, retenez ça, c'est la part naturelle ou technique du problème. C'est le point de départ. Et puis, il y a le deuxième concept, la vulnérabilité. Et là, attention, on bascule du côté 100% humain, 100% social. La vulnérabilité, c'est le niveau de fragilité d'une société face à cet aléa. Est-ce que les gens sont préparés? Est-ce que les bâtiments sont solides? Est-ce que le pays est riche ou pauvre? Est-ce que les secours sont efficaces? Vous voyez, ça dépend de plein de choses. La qualité des constructions, bien sûr, mais aussi la pauvreté, le niveau d'éducation des gens, la capacité du gouvernement à agir. C'est un cocktail de facteurs économiques, sociaux et politiques. Et donc, le risque, au sens géographique, ce n'est pas juste l'aléa, ce n'est pas juste le volcan. Le risque, c'est quand les deux se rencontrent. C'est la collision entre la menace, l'aléa, et une société qui est fragile, qui est vulnérable. Pensez-y, un super volcan qui entre en éruption au milieu de l'Antarctique, bon, c'est un aléa énorme. Mais le risque pour les humains est quasi nul, personne n'habite là. Et voilà la formule magique, celle que vous devez absolument retenir. Le risque, c'est l'aléa multiplié par la vulnérabilité. Attention, j'ai bien dit multiplié, pas additionné. Et ça change tout. Parce que si votre vulnérabilité est très très forte, eh bien même un petit aléa peut provoquer une catastrophe gigantesque. C'est le cas d'Haïti. Et à l'inverse, si votre société est très peu vulnérable, très préparée, elle peut encaisser un aléa monstrueux sans s'effondrer. C'est le cas du Japon. Vous comprenez maintenant, l'énigme commence à s'éclaircir. Bon, maintenant qu'on a notre grille de lecture, notre équation, on va l'appliquer à l'échelle du monde entier. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est une véritable fracture. Une fracture immense entre les pays riches et développés, qu'on appelle les Nord, et les pays plus pauvres en développement, les Sud. Et nos 2 exemples, Haïti et le Japon, eh bien, ils sont les symboles parfaits de cette fracture. Regardez ce chiffre. Laissez-le infuser. 98%. 98% des victimes de catastrophes dites naturelles dans le monde vivent dans les pays du Sud. C'est un chiffre absolument terrible. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est là que tous les facteurs de vulnérabilité s'additionnent, se cumulent. Les gens s'entassent dans des villes qui grandissent trop vite, souvent dans des zones dangereuses. Les maisons sont construites avec les moyens du bord. Les gouvernements sont souvent trop faibles pour imposer des règles et les gens ne sont tout simplement pas préparés.
Et sur le plan économique, c'est la même histoire, en pire peut-être. Pour le Japon, une économie surpuissante, la catastrophe a coûté 6% de sa richesse annuelle, de son PIB. C'est un coût énorme, bien sûr, mais le pays a l'air insolide, il peut s'en remettre. Mais pour Haïti, regardez, 125% de son PIB. C'est-à-dire que la catastrophe a détruit plus de valeur que tout ce que le pays produit en une année entière. C'est un chaos économique. Ça efface des décennies d'efforts et ça rend le pays totalement dépendant de l'aide extérieure pour des années. Et ça, la géographe Yvette Veilleret le résume parfaitement avec cette phrase. Les risques sont de remarquables révélateurs des discontinuités spatiales. Bon, discontinuité spatiale, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait c'est simple. Ça veut dire les inégalités, les fractures qu'on voit sur une carte, entre pays riches et pays pauvres, mais aussi à l'intérieur d'une même ville. Pensez aux quartiers chics et aux bidonvilles. Une catastrophe, en fait, c'est comme un coup de projecteur. Elle ne crée pas les inégalités, mais elle les révèle au grand jour et les rend encore plus brutales. Bon, le constat est assez sombre, on est d'accord. Mais alors, est-ce qu'on est condamné? Est-ce que c'est une fatalité? Eh bien, heureusement, non. Et c'est là que ça redevient intéressant. Puisque le risque, on l'a vu, c'est le produit de l'aléa et de la vulnérabilité, eh bien, si on ne peut pas empêcher la Terre de trembler, on peut agir sur la vulnérabilité, on peut la réduire. Et c'est tout le but de ce qu'on appelle la gestion des risques. Pour bien gérer les risques, il y a une sorte de cycle, une méthode en 4 étapes. Logique, vous allez voir. D'abord, il y a la prévision. C'est essayer d'anticiper l'aléa. On met des capteurs pour les séismes, on suit les cyclones avec des satellites. Ensuite, l'étape la plus importante, la prévention. Là, on agit avant la crise pour réduire notre fragilité. Troisième étape, la gestion de crise. Ça y est, la cata est là, il faut organiser les secours. Et enfin, la quatrième étape, c'est la résilience. C'est comment on se relève, comment on reconstruit, et si possible, en tirant les leçons pour être plus fort la prochaine fois. La prévention, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est très concret. C'est par exemple obliger les constructeurs à respecter des normes antisismiques très strictes, comme au Japon. C'est ce qui sauve des dizaines de milliers de vies. C'est aussi en France les fameux PPR, les plans de prévention des risques. En gros, des cartes qui disent « là, c'est une zone inondable, interdiction de construire ». C'est construire des digues. Et puis, et ça c'est fondamental, c'est développer une culture du risque. Éduquer les gens dès l'école, faire des exercices d'évacuation, que ça devienne un réflexe. Mais pour tout ça, il faut une chose, un État fort qui a les moyens de planifier et d'imposer des règles. Et ce mot, la résilience, vous l'entendez partout aujourd'hui et il est super important. La résilience, ce n'est pas juste réparer les pots cassés et reconstruire à l'identique. Non, c'est plus que ça. C'est un peu comme un roseau qui plie sous le vent, mais ne rompt pas. C'est la capacité d'une société à encaisser un choc, à apprendre de ses erreurs et à se reconstruire en devenant meilleure, plus solide. L'exemple typique, c'est le Japon après 2011. Ils n'ont pas juste reconstruit les ports, ils les ont repensés avec des digues plus hautes et de meilleurs systèmes d'alerte. Et au fond, tout ce qu'on vient de dire, ça se résume dans cette phrase géniale d'une autre géographe, Magali Regueza Zit. Elle dit « La terre tremble, les fleuves débordent, c'est inévitable. L'accepter ne signifie pourtant pas que la catastrophe soit inéluctable. C'est magnifique, non? L'aléa, le phénomène naturel, on n'y peut rien, c'est une fatalité. Mais la catastrophe, le désastre humain, elle n'est pas une fatalité. C'est le résultat de nos choix de société. Et donc si on l'a construite, cette catastrophe, on peut aussi la déconstruire. » Et tout ce défi, déjà immense, il faut maintenant le penser avec un nouvel élément qui vient tout compliquer, le changement climatique. Pensez au changement climatique comme un terrible multiplicateur de risques. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, il augmente la force et la fréquence des aléas météo. Plus de canicules, plus d'inondations, des cyclones plus violents. Et en même temps, il nous rend plus vulnérables, par exemple avec la montée du niveau des mers, qui menace des millions de personnes vivant sur les côtes. Voilà, on arrive au bout de notre parcours. Alors, pour répondre à notre question de départ, est-ce que la gestion des risques est un révélateur des inégalités? La réponse est un immense oui. C'est un miroir presque parfait des fractures de notre monde. Mais, et c'est le message d'espoir, ce n'est pas une fatalité. On a vu que l'action est possible en agissant sur la vulnérabilité, en construisant des sociétés plus résilientes. Et la question qui se pose maintenant, avec le changement climatique qui nous concerne tous, c'est de savoir si on sera capable de construire cette résilience, non plus chacun dans notre coin, mais tous ensemble, à l'échelle de la planète. C'est sans doute l'un des plus grands défis de votre génération. Merci de votre attention.